Et donc Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, qui ne croit pas au risque de récession en France cette année, a-t-il raison ou tort? On en parle avec vous, Charles Sana. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde. Fondateur du site Insolentiae. Si on part du principe qu'une récession technique, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est 2 trimestres consécutifs de baisse de l'activité, on peut dire qu'on a vu les chiffres corrigés et révisés de l'INSEE, moins 0,2% de croissance, donc contraction d'activité de 0,2% au premier trimestre, on peut se dire que la moitié du chemin est fait. On peut dire que la moitié du chemin est fait et que déjà, ce dont on est sûr, c'est qu'on n'aura pas d'acquis de croissance par rapport à déjà ce premier trimestre 2022. Alors, ce qu'il y a de plus inquiétant peut-être dans ces chiffres du premier trimestre 2022, c'est que la guerre en Ukraine et l'intervention russe, c'est le 24 février. Donc, on a déjà le mois de janvier, quasiment tout le mois de février. Donc, sur 3 mois, on a les 2 tiers quand même qui sont des mois où normalement, on aurait dû avoir un petit acquis de croissance. Donc, ressortir sur ce premier trimestre déjà en récession, en correction de l'INSEE, ce n'est pas une information anodine du tout quant à l'arrêt de l'économie. D'autant que la consommation des ménages français, elle reste mal orientée. On a eu les chiffres du mois d'avril en baisse de 0,4%. Vous me direz que c'est un peu mieux que la baisse du mois de mars qui était de mémoire de 1,4%. Mais ce n'est pas de bon augure, Charles, pour cette croissance du deuxième trimestre. D'autant que l'inflation est toujours là. Elle accélère, on a eu les chiffres, c'est plus 5,2%. L'INSEE, on est à 5,8% pour les prix harmonisés en zone euro. C'est ça. Enfin, sur le calcul de l'inflation harmonisée en France. Voilà. C'est ça. Alors, on a deux taux d'inflation. Ce taux d'inflation européen harmonisé, c'est celui qui était utilisé dans le moment de convergence des critères de Maastricht. Donc, c'était pour calculer des taux avec le même référentiel. Et là, on est à 5,8. Partout en Europe. Donc, voilà, il y a des petites différences de calcul, mais globalement, vous voyez, entre ce que dit l'INSEE sur le taux français 5,2 et 5,8 pour l'ICPH, il n'y a pas de différence significative. On continue à accélérer sur l'inflation. Si on est en France un petit peu moins fort en termes d'inflation que dans les autres pays européens, c'est parce qu'on a mis en place un certain nombre de mesures et de boucliers tarifaires, notamment pour caper le prix de l'énergie. Tout ça, en tout cas, si on revient sur la consommation, si on revient sur l'économie, moi j'avais fait un petit papier, une vidéo sur ma chaîne intitulée Inflation égale récession. C'est assez prévisible, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui une inflation importante qui vient ponctionner le disponible des ménages. Et donc là, on part de la microéconomie pour de la macroéconomie. C'est-à-dire que de manière microéconomique, Pierre, Paul, Jacques, ils vont payer plus cher leur essence, ils vont payer plus cher leur déplacement, ils vont payer plus cher leur chauffage. Et donc, ces dépenses contraintes, on est obligé de les payer. Et donc, c'est autant de disponibles en moins pour le reste de la consommation. Bon, après, on se chauffe un petit peu moins l'été quand même. Avec les températures, on se chauffe moins l'été, mais on essaye de partir en vacances l'été. Donc, on a une typologie de dépenses qui est pas la même l'été et l'hiver. Et donc, on se rend très bien compte, là, quand on étudie les différents panels de consommation, on voit très bien ce qui baisse et ce qui corrige. On a aujourd'hui plus de 60% des rayons en grande surface qui sont orientés à la baisse. Donc, on voit très clairement ce que les gens arrêtent d'acheter. Et donc, les ménages français, ils arrêtent par exemple d'acheter du chocolat. Ils arrêtent d'acheter certains produits frais, la viande, le poisson, la consommation diminue de manière importante. Ce sont des produits chers. On a une baisse de la consommation et du chiffre d'affaires des grandes surfaces. On a des grandes surfaces traditionnelles, les Carrefour, les Auchan, etc. On a une augmentation de la consommation, par contre, et un report qui se fait chez les discounters. Donc Aldi, Lidl ont leur fréquentation qui est en augmentation et leur chiffre d'affaires qui est en augmentation. Donc, on va chercher du prix. Donc, on voit très, très bien la correction de consommation des ménages français qui s'adaptent à une très grande vitesse. Et ce repli de la consommation, encore une fois, je reviens sur les chiffres macro du mois d'avril, ce n'est pas de bon augure, encore une fois. On pourrait de nouveau avoir une contraction de l'activité au deuxième trimestre. Et donc, techniquement, on sera en récession, puisque c'est 2 trimestres consécutifs de baisse de l'activité. Alors là, David, on est sur la définition de récession. OK.
vous avez raison, techniquement, c'est exactement comme ça que ça se définit. Donc, on pourrait dire que oui, au deuxième trimestre, si on a encore une croissance négative, comme on dit pudiquement aujourd'hui, eh bien, on sera techniquement, officiellement en récession. En fait, tout ça, on s'en fiche un petit peu. Ce qui est important, c'est quoi? C'est tendanciellement l'évolution du PIB. Et si le PIB commence à reculer, ben voilà, il a commencé à reculer au premier trimestre, il n'y a pas de raison que ça ne recule pas au deuxième trimestre parce qu'on a les mêmes effets techniques. On a l'inflation qui est toujours là, on a la guerre en Ukraine qui est toujours là, on a une baisse du pouvoir d'achat qui est significative. C'est au niveau international, c'est toujours là. On a la peur de l'augmentation des taux d'intérêt directeurs de la BCE, mais les taux de marché, eux, ont déjà commencé à monter. Donc, on a aussi une perte de pouvoir d'achat sur la capacité de financement et la capacité d'investissement des entreprises qui, elles, gèlent les investissements parce qu'il y a trop d'inconnus et un climat qui est beaucoup trop incertain pour commencer à se lancer dans des projets importants. On devrait voir assez rapidement l'emploi marquer le pas également, toujours sur cette notion d'incertitude, et donc les entreprises vont commencer à hésiter à recruter. Donc, si vous voulez, après, quand on rentre dans la spirale de la récession, ça commence à être très compliqué, et on y va complètement, hein. C'est-à-dire que là, on a tous les mécanismes, augmentation des prix d'énergie, augmentation en même temps des taux d'intérêt. Donc, on a deux variables extrêmement récessives. Et si vous rajoutez en plus l'arrêt des quantitative easing, c'est-à-dire le fait que les banques centrales veulent reprendre une partie importante et significative des liquidités qu'elles avaient injectées, et vous avez en plus de la destruction de valeur sur les marchés financiers. Donc, si vous voulez, vous avez absolument tous les critères et tous les éléments pour que nous ayons une récession dès 2022, alors qu'elle était plutôt attendue et redoutée pour 2023. Ouais. Après, pardon, mais sur 2022, il n'y aura pas de récession sur l'ensemble de l'année 2022 en France, a priori. Quand on voit l'acquis de croissance, aujourd'hui, on est à 1,9%. Donc, même si on fait 0% sur le deuxième trimestre, troisième et quatrième trimestre, on fera 1,9%. Tous les instituts, FMI, Europe, Banque de France, OFCE disent en gros entre 2 et 2,5% de croissance en 2022. Donc, pardon Charles, il n'y aura pas de récession en France en 2022. Il a raison, le ministre de l'économie. Alors, moi, je vois pas comment il peut avoir un équilibre de croissance quand on commence une année avec moins 0,2. C'est l'INSEE qui le dit. Hein. C'est l'INSEE qui le dit. Non, mais l'INSEE et le ministre disent ce qu'ils veulent. Quand on vous annonce au premier trimestre, alors, moi, vous savez, je suis quelqu'un de très simple, hein. Pour moi, il y a 4 trimestres de 3 mois, 4 fois 3 égale 12 mois, donc 4 trimestres de 3 mois. Si les 3 premiers mois, c'est-à-dire le premier trimestre, janvier, février, mars, on est déjà en récession de moins 0,2, je vois un acquis de récession, mais je ne vois pas un acquis de croissance. Alors après, on peut aller me chercher, me dire, ah non, mais on fait un report de la croissance excédentaire de l'année dernière. OK, ce n'est pas comme ça que ça marche, hein. Donc, chaque année, on remet le compteur de la croissance à zéro pour les pays. On ne va pas chercher un acquis de l'année précédente. Ce n'est pas un solde comptable ou un solde bancaire. Donc, si je pars avec moins 0,2, je ne pars pas avec un acquis de croissance, je pars avec un déficit de croissance. Je ne vois aucun élément permettant de dire qu'on va avoir de la croissance en 2022. Je veux bien, hein, mais je ne vois pas, encore une fois, guerre en Ukraine, inflation forte, augmentation des taux d'intérêt, le fait que les banques centrales retirent en plus les liquidités qu'elles avaient injectées. Donc, on a perte d'investissement pour les entreprises, perte de valeur sur les marchés financiers, sur les marchés obligataires, ponction dans l'économie avec la hausse du prix de l'argent, ponction dans l'économie avec la baisse du pouvoir d'achat liée à la hausse de l'inflation. Donc, vous n'avez que des facteurs de récession qui sont importants et forts. Je ne vois pas comment vous pouvez avoir de croissance et encore moins d'acquis de croissance dans un tel contexte. Pour moi, ce qui se discute aujourd'hui, c'est le degré de récession. C'est-à-dire, est-ce qu'on est sur une récession entre 0, moins 0,1 et puis moins 0,5 ou est-ce qu'on est sur une récession à moins 10% comme la récession et la chute du PIB post-Covid 2020? Eh bien, si vous regardez 2008, 2009, 2010, qui sont des années très compliquées, les récessions qu'on a à ce moment-là, on a moins de facteurs récessifs qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que 2007, 2008, 2009, la crise des subprimes, etc., vous avez un appauvrissement lié à la crise financière, vous avez un effet pauvreté lié à la baisse des cours de bourse, ce genre de choses, mais vous n'avez pas d'inflation à ce moment-là.
vous n'avez pas d'inflation à 5, 6, 8%. C'est pas ça. Donc là, si vous voulez, en rajoutant cette variable inflation, vous aviez bien l'augmentation des taux d'intérêt, vous aviez bien eu une augmentation des prix d'énergie. Avril 2008, on est quasiment à 150 $ le baril. Donc on avait bien eu augmentation des taux d'intérêt, augmentation des prix de l'énergie. On avait eu des récessions entre -1, -2, -3%. Là, aujourd'hui, si vous rajoutez une variable inflation très significative à plus de 5%, vous êtes dans des récessions qui peuvent potentiellement, techniquement, atteindre -3, -4, -5%. Bon. Et qui vont être très, très significatives, sans atteindre et sans être aussi extrêmes, évidemment, que des récessions, que les récessions type confinement post-Covid. Bon, le pire n'est jamais certain, vous le savez. Je note que sur le pétrole, je pense qu'on a eu cette discussion, le pic à 150 $, il n'est pas en 2008, pour moi il est en 2010. Hein. Je crois qu'on a déjà fait un pari ensemble. Avril 2008. Vous êtes sûr? 140 $. Bon, je suis je vais certain. vérifier. Merci Charles. J'ai la courbe sous les yeux. Salut, bye, ciao, merci. Merci David.